けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien, bonjour les amis, c'est Sendo. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une preview box anglaise consacrée au premier gros main event de l'année 2025 à mon avis. Bon, le premier gros main event ça aurait pu être Naoya Inoue il y a quelques jours maintenant, mais au final je pense quand même que le premier très gros main event de ce début d'année 2025, ce sera le Shock Light Heavyweight très attendu depuis maintenant pas loin de 2 ans. Et avant c'était en Super Middleweight, attendu depuis un bon moment. Le choc des David Benavidez contre David Morrell. Bon, un combat extrêmement intéressant dont les premières attentes étaient sur la division d'en dessous, mais étant donné que les deux ont perdu beaucoup de temps à attendre Canelo Alvarez, surtout David Benavidez, les deux ont décidé de monter sensiblement au même moment à quelques mois d'intervalle. Et du coup, ce combat se fera d'un côté. Alors, je sais pas quelles sont les ceintures en jeu actuellement, mais la logique aurait voulu que ce soit d'un côté pour la ceinture intérimaire WBC de David Benavidez, qu'il avait déjà détenu longtemps en Super Middleweight et qu'il a, pour son premier combat face à Gvozdyk en Light Heavyweight, il l'a récupéré. Et de l'autre côté, David Morrell, qui lui a détenu pendant un peu moins de 2 ans le titre WBA régulier des Super Middleweight, a de son côté directement combattu pour le titre WBA régulier des Light Heavyweight. Alors, ce sont deux gars qui sont quand même peut-être plus pour cette division qu'autre chose, mais encore assez jeune. D'un côté, on a David Morrell qui a 27 ans, qui n'a que 11 combats professionnels, que des victoires, 9 par KO. Ouais, c'est un gars qui, dans la grande tradition cubaine, a une longue carrière amateur, qui a décidé de passer pro il y a très peu de temps. Très peu de temps, non. Son premier combat pro, il l'a fait en 2019, mais il a vraiment enchaîné sur 2022 et 2023. En fait, il a enchaîné tout. Il a été régulier tout le long de sa carrière, tout le long de ses années pro. Donc ça, mon argument n'a pas grand sens, mais bref, c'est un autre truc. De l'autre côté, et en fait, il a eu une opposition, ce qui est logique pour un début de carrière, mais d'un niveau, du moins des noms qu'on connaît pas vraiment au global. Le seul nom qui était un petit peu connu, et c'est vraiment dans le microcosme de la division, c'est pour son premier combat en Light Heavyweight face à Radivoj Kalajdzic, voilà, j'espère que je prononce bien, qui avait affronté il y a plusieurs années Arthur Beterbiev et encore avant Marcus Brown. Donc Beterbiev il est un peu rentré dans la catégorie légende de la division. Marcus Brown, il y a une époque, c'était un gars qui avait un nom très très fort. Mais bon, ça c'est pas voilà. Donc le plus gros nom qu'a affronté David Morrell jusqu'à présent, c'est ce croate si je ne m'abuse. C'est américain d'origine croate, voilà. Autant pour moi. Bon, avant ça, il n'avait pas vraiment affronté les Cadors. Il y a un gars qui était un très très bon Eidos Yerbosinouli, voilà. Eidos Yerbosinouli, qui était un gars plutôt en vue sur le circuit d'Europe de l'Est, plutôt russe, Kazakhstan, etc. Il était plutôt en vue, il avait affronté quelques gars pas trop mal de cette région, mais voilà, il n'était pas vraiment connu aux États-Unis. Mais d'ailleurs, c'est un des combats référents de David Morrell. Et voilà, de son côté, donc en gros, il y a un step-up
très très fort entre ses derniers combats et David Benavidez, parce que David Benavidez, c'est un gars qui a fait partie des meubles de la division super middleweight pendant près de 6 ans, enfin pendant plus de 6 ans même. Il a commencé à vraiment se faire connaître tout début 2017. C'était un gars qui, je crois, était un petit peu vu sur son tout début de carrière, qui avait une petite carrière amateur, etc., mais qui a été vraiment en vue, enfin de ce que j'ai pu comprendre, parce que son frère, lui, José Benavidez, c'était un gars vraiment bien en vue sur le circuit amateur, etc., sur son début de carrière pro. Donc c'était plus le frère d'eux, mais sauf que lui, il a eu une ascension bien plus rapide. Il est devenu champion WBC Super Middleweight dès 2017. C'était la ceinture vacante qui avait été laissée vacante par Badou Jack. Il l'avait récupérée face à Ronald Garville. Ronald Garville, un Romain basé aux États-Unis, qui j'ai l'impression est un gars qui a été toute sa carrière vraiment évité. C'est un gars qui, à part David Benavidez, a affronté aucun réel nom. Quand je regarde son palmarès, c'est pourtant, c'est un gars qui était vraiment compliqué à prendre, qui est toujours en activité aujourd'hui, qui est en activité, lui aussi, qui a déjà 38 ans, mais qui a même pas 30 combats. Donc voilà, c'est une carrière assez bizarre de son côté. C'était vraiment pas un combat facile et il l'a prouvé parce que les deux combats sont extrêmement compliqués, extrêmement disputés. Surtout le premier qui termine sur une split decision à l'avantage de Benavidez. Les cartes sont très étranges. J'avoue que j'ai pas du tout pris le temps de voir ce combat. Enfin, je sais même plus si je l'ai déjà vu honnêtement. Mais voilà, j'ai même pas pris le temps de voir ce combat pour préparer cette vidéo. Et voilà, et juste, je voulais juste le notifier, il avait vraiment marqué les esprits sur ce début d'année 2017 en claquant un KO qui est peut-être son KO iconique où il touche un peu son adversaire au clinch et il enchaîne les crochets à une vitesse folle. Je crois que c'était son premier combat de 2017. Je vais pas essayer de prononcer le nom de son adversaire. Et voilà, c'est vraiment ce KO-là qui l'a rendu célèbre. Et enfin, à la fin de cette année 2017, il devient champion au format WBC. Il défendra une première fois cette ceinture, une seule fois cette ceinture sur ce premier règne, 5 mois plus tard, face à ce même Gavri, où cette fois, il aura une victoire bien plus nette. Voilà, où il aura une victoire, pour quasiment tout le monde, c'est du 100, enfin, c'est du 119 ou du 120. Donc c'est vraiment une grosse domination. Sauf que suite à cette victoire, il aura des problèmes par rapport à la consommation de drogue. Je crois qu'il aura aussi beaucoup de problèmes de poids pour faire la division. Donc on lui retirera cette ceinture WBC. Il aura un an d'hiatus. Il reviendra en mars 2019 pour mettre KO un certain Jay. Attends, je vais aller vérifier. Jay Leon Love, qui, je crois, avait battu Gabriel Rosado des années avant, en 2013, et le combat s'était terminé sur un no contest parce que parce que Love avait été chopé pour dopage. Donc voilà, c'était un gars qui avait été en vue à une période, mais dont la carrière a été complètement stoppée à juste titre par rapport à ce test antidopage positif. Pardon pour ma addiction. Mais donc voilà, cette victoire le remet en selle et lui offre un nouveau title shot, toujours en format WBC, cette fois-ci détenu par l'excellentissime Anthony Dirrell, Anthony Dirrell, franchement, et les frères Dirrell d'ailleurs dans les Super Middleweight des années 2010, allez les voir, ils étaient incroyables, ils étaient magnifiques à voir combattre. Voilà, Dirrell, lui, est un double champion WBC, il avait déjà récupéré la ceinture WBC face à Sakiobi. Kyle l'avait perdu dans un énorme combat face à Badou Jack. Et donc, pour affronter Benavidez, il avait récupéré cette ceinture face à Avni Ildirim, qui est vraiment pas un cadre, mais qui était à l'époque un gars pas si facile à prendre, qui avait qu'une seule défaite face à Chris Eubank Jr. Donc voilà, c'était un gars qui était qui était invincible, mais qui était un peu chiant dans tous les sens, qui était très chiant dans tous les sens du terme, que ce soit dans ce qu'il proposait sur le ring ou dans ce qu'il proposait sur le ring pour le spectateur ou pour ses adversaires. C'était un gars c'était compliqué de ressortir vraiment grandi face à lui. Et voilà, mais bref. Donc voilà, Anthony Dirrell, je confonds toujours les deux, c'est terrible. Anthony Dirrell récupère la ceinture WBC, affronte David Benavidez et c'est une destruction. Anthony Dirrell a 2 bons rounds, le premier et le quatrième, et le reste, c'est un passage à tabac, mais d'une violence. C'est impressionnant. 9 rounds où Benavidez roule sur Dirrell, c'est flippant. Et donc il
déchiquette l'arcade de Tyrell, menant à l'arrêt du combat par l'arbitre dans le 9e round. Et donc David Benavidez remporte une nouvelle fois sa ceinture WBC qu'il ne défendra pas réellement, parce que pour sa première défense, et en plus c'était une défense post-pandémie Covid, voilà, en août 2020. Et pour cette défense face au Rohammer Alexis Angulo, qui avait qu'une seule défaite, si je ne m'abuse. J'ai peur de dire une énorme connerie, mais je crois que sa seule défaite c'était face à Gilberto Ramirez, et fait tout à fait pour la ceinture WBO Super Middleweight. Donc pas un gars à prendre à la légère. Bon, au final, c'est une démonstration de Benavidez, mais étant donné que Benavidez foire le poids, et la ceinture lui est retirée, même s'il gagne le combat. Et à partir de là, il aura un long chemin de croix pour essayer de revenir au sommet de la division, et il n'y arrivera jamais réellement. Après 2 victoires assez impressionnantes malgré tout dans de très très beaux combats en 2021, il obtient un title shot, mais pour la ceinture intérimaire WBC. La vraie ceinture étant détenue dans le titre linéal undisputed de Canelo Alvarez, que Canelo avait initié sur les années 2020-2021. Et alors que Canelo essaye de remonter en light heavyweight face à Dimitri Bivol pour se prendre le stop légendaire de sa carrière, David Lemieux, voilà, David Benavidez va affronter David Lemieux dans un autre choc des David. David Lemieux, qui est donc, voilà, normalement vous le connaissez, canadien, qui avait notamment été champion IBF en middleweight, qui à ce moment-là avait pas vraiment fait parler de lui depuis sa lourde défaite, sa défaite masterclass face à Billy Joe Sanders. Voilà, il était sur une belle série de victoires, bon, mais voilà, pas non plus extrêmement significative. Et là, c'était sa dernière chance. Il a essayé de la prendre, il avait essayé de la prendre, mais sauf que David Benavidez, à ce moment-là, il était pas tenable. Et 3 rounds de destruction. Voilà, un check hook qui, je sais plus si ça amorce le premier knockdown, le deuxième round ou le stoppage au 3e, mais ce check hook, il a imprégné ma rétine encore aujourd'hui, quasiment 3 ans plus tard. Je m'en souviens encore parfaitement. Enfin, c'était impressionnant. Et donc, il remporte ce combat-là de façon assez expéditive en deux rounds et demi, et remporte la ceinture intérimaire WBC Super Middleweight. Titre qu'il défendra par 2 fois courant de 2023 face à Caleb Plant et Dimitrius Andrade, avant de décider de lui aussi de monter en light heavyweight. Il décide d'arrêter d'attendre Canelo, Canelo qui, bon, je sais que c'est un peu sujet à débat, mais qui, voilà, essaye de bien manœuvrer sa fin de carrière, déjà à ce moment-là. Et donc, il décide de monter en light heavyweight, et pour la ceinture intérimaire light heavyweight, il affronte un ancien champion, lui aussi, champion de WBC, le tombeur d'Adonis Stevenson, Alexander Gvozdyk, qui était sur une phase de comeback depuis sa défaite face à Beterbiev, qui était pas mirobolante, mais qui était pas si mal, quoi. Il était sur 3 victoires consécutives, 3 belles perfs. Donc voilà, c'était pas mauvais. Je trouve pas que c'était mauvais. Et en fait, tout le monde a été déçu par cette performance de Benavidez. Moi, le premier, je l'avais fait en live au moment des faits, et même moi, je l'avais trouvé un peu décevant. Et je m'en veux, mais un truc de fou, parce que j'ai revu le combat pour préparer cette vidéo. David Benavidez, c'est incroyable dans ce combat-là. Face à Gvozdyk, c'est sa meilleure perf. J'en ai rien à foutre. Allez le revoir. Ce combat-là, Benavidez marche sur l'eau. Il est incroyable. Oui, il finit pas Gvozdyk. On aurait pu espérer un finish, mais il n'est pas venu. Mais déjà, Gvozdyk, faut regarder ce qu'il a encaissé dans sa carrière. Il a encaissé Adonis Stevenson, le plus gros puncher light heavyweight qu'on ait vu sur ces 30 dernières années. Et il a encaissé, il n'a pas encaissé, il n'a pas tenu jusqu'au bout, mais il a encaissé pendant 10 rounds Arthur Beterbiev. Sa seule défaite avant les minutes, c'est face à Beterbiev. Bon, voilà, faut quand même mettre du respect. Alors oui, il a été, on peut dire qu'il a été détruit face à Beterbiev, mais honnêtement, en ayant revu le combat encore une fois, on sent que c'est pas tout à fait le même que face à Beterbiev et avant, mais il n'a pas tant perdu que ça. Il a surtout perdu en vitesse, mais en termes
de fight IQ, de construction de ses combinaisons, etc., moi je le trouve encore vraiment bon dans ce combat-là. Et Benavidez, il nous sort sa meilleure perf. Ouais, encore une fois, je le répète, il n'arrive pas à trouver le finish. Mais putain, regardez les parpaings qu'il met à Gvozdyk. C'est plutôt Gvozdyk qu'il faut saluer pour pas être tombé sur ses coups que Benavidez de lui reprocher de pas avoir réussi à finir. Vraiment. Et moi, je m'en veux parce que j'ai été dans ce discours-là, mais il est complètement faux. Benavidez fait une performance incroyable face à Gvozdyk. Ouais, je trouve ça fou que tout le monde lui ait craché dessus sur cette victoire alors que pour moi, c'est sa meilleure victoire. Voilà. Et je dis ça en le revoyant. Mais vraiment, pour moi, c'est ta meilleure victoire. Ouais, j'ai pas d'automo, j'ai pas d'argument à dire parce que vraiment tout est sur le ring. Tout est sur le ring. Sa performance, elle est incroyable. Voilà, bref. En plus, je vais un peu plus développer parce que beaucoup des points qui sont à noter dans ce là sont à noter dans les grandes forces et faiblesses de l'un et de l'autre. Et donc, voilà, pour aller sur le profil des deux, d'un côté, David Morel, quelles sont ses grandes forces? Pour moi, sa très grande force, c'est son athlétisme. Ça se voit, c'est un gars qui est très impressionnant physiquement pour ses divisions. Même pour ses divisions, il est très très impressionnant. Et il a un athlétisme incroyable, une explosivité impressionnante, une vitesse d'exécution très et pas juste une vitesse de frappe, une vitesse de bras. Non, non, il a une vitesse vraiment dans chacun de ses mouvements qui est assez impressionnante, qui est vraiment très impressionnante. Il a une très grosse puissance de frappe. Il travaille super bien en combinaison. Alors, il y a un petit bémol sur ses combinaisons, mais j'y viendrai juste après. C'est que quand il lâche ses combinaisons, elles sont très très impressionnantes. Il a une garde très académique. Enfin, de manière générale, il est assez académique. Voilà, il a une garde très académique et le petit truc que j'avais un peu remarqué, c'est que quand il est contre son adversaire, quand il est vraiment dans des situations de corps à corps, d'habitude, voilà, c'est classique. Quand la garde, elle se met vraiment les poings parallèles un peu à la mâchoire, on va dire. Grosso modo, c'est parallèle à la mâchoire. Et en fait, il y a un style de garde, le pique-bout, voilà, que tout le monde a pour référence, où en fait, tu vas mettre tes mains perpendiculaires un peu à ta mâchoire, à la ligne de ta mâchoire. Et en fait, Morel, ce que je trouve intéressant, c'est que quand il est vraiment dans les phases de corps à corps, il a le gant arrière, le gant gauche qui est plutôt classique, un peu plus aligné à la mâchoire, et en fait le gant avant, je trouve qu'il a vraiment une position assez intéressante où en fait il va un peu plus s'orienter en façon de garde pique-bout, alors un peu assez haute, hein, plus au niveau de hauteur, c'est plus au niveau de la tempe, où en fait il va vraiment un peu l'orienter, ce qui va faire que ce qui est très intéressant, c'est qu'il laisse un peu plus d'espace sur le côté, donc ce qui théoriquement pourrait un peu plus être sujet au crochet un peu large, mais il a les épaules suffisamment serrées où je pense quand même que l'espace qu'il laisse suffisamment restreint pour pas laisser passer le coup, et surtout comme ça, il se prémunit des crochets intérieurs. Donc voilà, pour placer un crochet, il y a un peu trois positionnements. C'est la positionnement classique du gant, ouais, ou généralement pour essayer de se placer, on va essayer de feinter pour faire baisser la garde de son adversaire et placer là où était le gant. Il y a moyen de passer derrière le gant. Voilà, voilà, par exemple, pour prendre un exemple, cette fois kickboxing, hein, pas MMA, mais voilà, pour prendre un exemple kickboxing, Alex Pereira le fait énormément dans ses combats au Glory, dans son règne de champion middleweight notamment. Et la troisième façon, c'est de passer à l'intérieur de la garde. C'est un angle assez étrange, qui est assez peu utilisé. C'est un angle très compliqué à prendre. Je noterai dans ces exemples en anglaise, Mauricio Lara dans son KO face à Leigh Wood, c'est vraiment ça. Le placement du coup, c'est vraiment à l'intérieur de la garde, alors que Leigh Wood a le gant bien positionné. En fait, comme il fait un crochet, il laisse un peu d'espace, enfin suffisamment d'espace pour que Mauricio Lara arrive à placer le crochet à l'intérieur de la garde. Et donc voilà, ça c'est un très bon exemple et voilà ce que je veux démontrer. Et en fait, ce positionnement de ce gant lui permet vraiment de bien se prémunir par rapport à toutes les attaques venant de la gauche. Mais ça, je le reprécise, c'est vraiment quand il est dans des situations de corps à corps. Parce que quand il est à mi-distance, il a une position très classique. Très très classique. Quand il est à mi-distance, à longue distance, c'est vraiment académique, les gants enfin voilà, à la hauteur de la mâchoire, un peu au même niveau et un peu sur la même amplitude. Voilà, même si
son bras avant est un peu plus volatile, on va dire. Il alterne un peu plus les positions. Mais voilà, quand il est en garde classique, c'est vraiment du classique, on va dire. Son autre qualité, c'est que je trouve qu'il est très très durable. Voilà, que ce soit sur un premier round ou un 12e round, il va vraiment être bon. Il est très bon en contre, moi je trouve. Dans la tradition Q, Ben, il a une très très bonne, il a un excellentissime placement de coups. Il sait très bien placer ses coups au bon endroit au bon moment. Bon sens du timing. Voilà, très bon contre comme je l'ai dit, et surtout pour moi sa grosse force. Enfin, sa grosse force dans sa palette technique, les uppercuts. Oh, du bras avant ou du bras arrière sont terrifiants, sont proprement terrifiants. Ces uppercuts, la mécanique de frappe est incroyable. Il sait les enchaîner. C'est pas commun de voir un gars savoir aussi bien enchaîner les uppercuts et l'impact qu'il a sur ses adversaires. La plupart de ses niches, c'est sur des uppercuts. Oh, oh là là, ils sont terrifiants. Vraiment, ils sont terrifiants. Et dans ses faiblesses, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que comme je l'ai dit, il est très bon en combinaison au corps à corps. Enfin, il est très bon en combinaison, mais le truc, c'est que avant ses combinaisons, il a vraiment d'être à sa bonne distance. Sa bonne distance, généralement, c'est le corps à corps ou la mi-distance. Et je dirais même plus, pour moi, c'est plus un in-fighter, mais qui a pas vraiment la position de l'in-fighter, en fait. C'est vraiment, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais, généralement, à distance, je trouve qu'il a un manque d'activité. Pour moi, et je pense que c'est un truc qui peut vraiment lui être préjudiciable face à Benavidez. Il y a vraiment des moments où il manque cruellement d'activité. Un de ses défauts qui, qui a surtout été mis en valeur dans son dernier combat, c'est que son jab est pas excellent. Voilà, bon, dans ma vidéo sur ce qui aurait dû être le main event de l'UFC 300, je vous avais dit ce qui faisait selon moi un bon jab. Donc, voilà, donc si vous voulez plus de détails, allez revoir ce passage-là dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait un bon jab? C'est soit une bonne gestion à la distance, soit une bonne préparation d'attaque, soit un jab qui impacte. Et je trouve que le jab de Morel, il n'a pas une mauvaise mécanique de frappe, mais il remplit pas vraiment ces trois objectifs. Ça peut être un seul de ces objectifs, oui, mais le top, c'est vraiment réussir à remplir ces objectifs, ces trois objectifs en même temps. Quand il touche, il est assez impactant, mais ça rejoint un autre de ses défauts que j'ai noté, c'est que je trouve pas qu'il a un excellent contrôle de distance, ce qui est quand même assez paradoxal venant d'un boxeur cubain, alors que c'est normalement, l'idée reçue de la boxe cubaine, c'est que c'est vraiment leur grosse qualité, c'est leur gestion de la distance. Morel, je trouve pas que ce soit une très grosse qualité. Voilà, une autre de ses faiblesses, selon moi, même si je pense pas que ça aura une grosse impact face à Benavidez, c'est que c'est pas un très bon ring cutter. Voilà, on l'a vu dans son dernier combat, il avait vraiment beaucoup de mal à bien cadrer, à bien cadrer son adversaire. Voilà, j'écorche tout son nom, donc je vais essayer de limiter la prononciation au maximum. Et le dernier gros défaut, c'est sa défense au corps. Sa défense de manière générale est pas optimale, mais au bout d'un moment, c'est la boxe. C'est impossible de pas prendre le coup. Donc ça, c'est à la limite, c'est pas très grave. Mais voilà, il a une garde relativement correcte. Enfin, je trouve vraiment qu'il a une très bonne garde au corps à corps. Ça, y a pas à dire. Mais voilà, les défauts de sa garde à distance, généralement, il les compense plutôt bien avec son jeu de mouvement de tête. Donc c'est pas très grave. Par contre, au corps, c'est un boulevard. Mais vraiment, c'est un boulevard. T'as de quoi placer, je sais pas combien de coups au corps. Personne l'a utilisé jusque là. Et je pense que c'est un des trucs qui fait qui paraît aussi durable. C'est que personne n'a vraiment réussi à bien impacter au corps. Et ça, voilà, on va enchaîner avec les grosses forces de Benavidez. C'est un truc où Benavidez est très 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 fort. En revoyant plusieurs de ces combats-là, de ces combats pour préparer cette vidéo, la première qualité de Benavidez que moi je noterais, et qui est pour moi sa grosse qualité, c'est peut-être un peu paradoxal, mais je trouve que c'est un gars qui est très 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 précis. Bon, pour reprendre un parallèle avec Alex Pereira, c'est exactement pareil. C'est un gars, ouais, il paraît pas précis quand tu le regardes, mais enfin, quand tu le regardes en direct, t'as pas forcément l'impression qu'il soit précis. Et c'est en fait en première grille de lecture, c'est pas le premier terme qui te viendrait, mais en réalité, regardez bien ces combats. Faut pas, enfin,
bon, ses stats vont pas vraiment dans mon sens, mais je trouve vraiment que c'est un gars qui est très précis, qui envoie très peu de coups réellement dans le vent. Ça lui arrive parce que il y a des moments, ça sent que c'est un peu insanguin, donc ça lui arrive d'aller un peu, voilà, d'aller un peu, d'un peu trop s'exposer. Mais voilà, généralement, je le trouve vraiment très très précis. Il a un bon volume. Il travaille surtout mince. En angle, sur des travails en angle, sur des coups en angle, beaucoup sur des crochets. Même ses droites, il les envoie surtout soit en chopping right, en droite plongeante, soit en overhand, même si c'est surtout la droite plongeante qu'il utilise. Euh, il l'utilise pas énormément, mais je trouve qu'il a un vrai bon jab, que ce soit en termes de mécanique de frappe ou des 3 points essentiels au jab. Je trouve qu'il a une bonne maîtrise de la quand il utilise son jab, il a une bonne maîtrise de la distance. Il lui sert plutôt bien à construire. Enfin, ouais, c'est pas son plus gros point fort, mais quand il l'utilise bien, il peut très bien construire ses attaques à partir de son jab. Voilà, donc c'est pas ce qu'il utilise le plus, mais c'est pas mal. C'est aussi un gars qui est très durable aussi. Et ben voilà, comme, enfin, je l'ai déjà rapidement évoqué, ce qui va être particulièrement décisif face à Morel, il a un excellent travail au corps. Son travail au corps est vraiment est vraiment incroyable. Son check hook en contre, il est incroyable. Même si je pense que ça va être un peu compliqué de le placer face à Morel, ouais, comme je l'ai dit, la position du gant droit de Morel, parce que j'ai oublié de le notifier, c'est qu'on est en garde, c'est que ce combat-là sera en garde ouverte. Voilà, orthodoxe contre Southpaw. Ouais, de base, c'est possible de placer un bon check hook en garde ouverte, mais c'est un petit peu plus compliqué. Faut bien ajuster l'angle par rapport à la garde fermée. Et je pense que le positionnement du gant gauche de Morel le prémunit quand même bien de cette grosse force. Mais ouais, c'est quand même à noter. Bon, je crois que j'ai déjà notifié, c'est en excellent timing. Très très bon en combinaison. Voilà, même si un peu comme Morel, il va beaucoup bosser en single attack sur ses débuts de. Enfin, j'ai même envie de dire sur ses débuts de round, il bosse beaucoup sur ses single attack et c'est beaucoup sur la deuxième moitié de round où vraiment il trouve sa bonne et même très souvent sur ses moitiés, ce sont sur des rounds après la mi-combat où il va trouver sa distance et là il va vraiment enchaîner, il va enchaîner, il va enchaîner. Il va y avoir un peu plus de déchets dans cette période-là et c'est là où il est un peu moins précis et je pense que c'est ça qui plombe ses stats. Mais voilà, c'est un truc voilà, très important et je pense que c'est ce qui marque le plus l'œil chez Benavidez, c'est vraiment ses combinaisons qui sont très bonnes. Beaucoup d'expérience. Oui, voilà, et comme voilà, beaucoup d'expérience. Si c'est vraiment un truc qui peut être très décisif face à Morel, c'est l'expérience. Voilà, il a quasiment 30 combats. Il a pas trop loin du triple de combat de David Morel. C'est un game changer assez important. Et pour réellement pour revenir un peu sur son combat face à Gvozdyk, pourquoi j'ai dit que c'était son meilleur combat? Parce qu'il a montré des choses face à Gvozdyk qu'il avait jamais montré avant. Le truc le plus intéressant qu'il a montré face à Benavidez et que j'avais complètement oublié dans son combat face à Gvozdyk, c'est qu'il a énormément shifté. Les shifts, c'est un truc, je vous en fais presque la propagande parce que je trouve que c'est un truc qui est sous-utilisé en sport de combat de manière générale, que ce soit en MMA ou en kickboxing, et même, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, un peu moins en kickboxing, mais quand même, c'est les shifts. Donc les shifts, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans une garde orthodoxe southpaw. Donc voilà, vous avez un bras, pour prendre la garde orthodoxe, vous avez, ce qui est le cas de Benavidez, vous avez donc votre jambe gauche et votre bras en avant et votre bras droit et jambe droite à l'arrière. Donc un shift, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous êtes dans cette position orthodoxe, vous, vous allez en fait simplement faire un pas en avant pour couvrir la distance. Et le truc c'est que ce pas en avant, c'est vraiment un pas de la jambe arrière en fait. C'est la jambe avant, la jambe gauche, la jambe avant est immobile, mais par contre la jambe arrière fait un pas vraiment comme vous faites quand vous marchez. Quand vous marchez. Et donc, en fait, ça fait un changement de garde. Donc, ce moment-là, où la jambe droite passe devant, ça fait un changement de garde, vous vous retrouvez en southpaw. Alors, pour bien le faire, généralement, le top, c'est vraiment d'amorcer ce shift dans ces combinaisons. Parce que si vous faites un shift sans le feinter, sans le feinter, sans le masquer, vous allez vous prendre un contre des enfers, généralement.
Déjà que le shift, de manière générale, c'est pas facile d'avoir une bonne responsabilité défensive là-dessus. Si vous le faites sans préparation, c'est une énorme connerie. D'ailleurs, tout changement de garde, de manière générale, c'est une énorme connerie de le faire sans préparation. Et donc, généralement, quand vous êtes en orthodoxe, vous allez envoyer un jab parfois doublé, le bras arrière. Vous pouvez déjà commencer votre shift à ce moment-là, mais vraiment le top, c'est envoyer le bras arrière pleine balle et réenchaîner directement avec un coup du même bras. Généralement, le crochet du bras du bras droit est généralement très bien. Enfin, est généralement très effectif. Ça masque bien le shift. Et ensuite, vous envoyez le bras arrière. Le meilleur exemple de ça, pour moi, c'est en MMA, c'est Dustin Poirier. Il le fait dans tous ces combats-là. Lui, il le fait en garde southpaw. Donc, il est en southpaw. Il va envoyer son bras arrière, souvent le doubler, faire son pas en avant, et on voit son bras droit, qui était son bras avant, qui devient son bras arrière sur cette action pour connecter très très fort. Voilà, je vous invite notamment à regarder son combat face à Max Holloway, il le fait énormément et c'est un display de ça. Et donc voilà. Et les shifts, c'est un truc que Benavidez c'est un truc qui m'avait jamais marqué chez Benavidez, mais vraiment les shifts, les changements de garde de manière générale, mais surtout les shifts qu'il a fait face à Gvozdyk étaient excellentissime. Et comme de manière générale, il a un excellent bras avant. Ça fonctionnait super bien en fait. Ça fonctionnait vraiment super bien. Ça permettait de bien cadrer Gvozdyk. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le notifier dans ses forces. Benavidez, c'est un gars qui a un plutôt bon ring cutting de manière générale. Ah non, c'est bon, je l'avais noté ici. Mais vraiment, face à Gvozdyk, c'est particulièrement prégnant. Il a un excellent ring cutting. Il arrive très bien à casser la distance. Voilà, etc. Et voilà, il a une bonne. Mais voilà, un truc qui m'a vraiment marqué dans son combat face à Gvozdyk, les changements de garde très courants. Il y a même des séquences où il a passé plusieurs secondes consécutives en southpaw. Ça n'a pas été les plus productifs, on va pas se mentir, mais c'est toujours un truc à noter. Dans les combats, dans les combats en garde ouverte comme ça, s'il y en a un qui peut changer de garde et aller en garde fermée, ça peut être intéressant. Après, le truc, c'est que Benavidez, vraiment longtemps en garde southpaw, je l'ai vraiment pas trouvé bon face à Gvozdyk. Voilà, il est très, en fait, là où il était pas bon, c'est que il savait pas quoi faire en fait. Il savait vraiment pas quoi faire. Il savait pas se servir de son bras droit comme un bras avant. Autant qu'il sait très bien de servir de son bras gauche comme un bras avant, autant le bras droit, ça se voit que c'est son bras puissant. Ça se voit que c'est un droitier dans la vie de tous les jours. Et quand il est passé les quelques moments où il passait en southpaw, il savait pas quoi foutre de son bras droit. Et donc, comme il savait pas quoi faire de son bras droit, son bras gauche n'était pas effectif. Mais bref. Et voilà. Face à Gvozdyk, désolé que je radote, mais les shifts, ils ont été impressionnants et c'est vraiment le point, parce que vraiment je le voyais pas. Enfin, dans les combats que j'ai revus de lui, face à Dimitrios Andrade et Caleb Plant, j'ai pris ces 3 derniers combats. Et même aussi face à David Lemieux, et dans ses combats auparavant, j'avais pas souvenir de ces changements de garde en fait. Et vraiment, en revoyant ces combats-là, ça m'a marqué. Pas de changement de garde chez Plant et face à Plant et Andrade, mais par contre face à Gvozdyk, énormément de changements de garde. Donc ça, c'est un truc très très intéressant. Et je pense que c'est un truc qui peut être très intéressant même face à Morel dans certaines circonstances. Pas dans toutes, mais dans certaines circonstances. Et dans ses faiblesses, alors c'est plus de la spéculation qu'autre chose, mais c'est vraiment un gars qui est très bon en pressure fighter. Mais moi, j'ai pas souvenir. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai pas regardé les bons combats, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur le pied arrière. Et généralement, les quelques moments où il reculait un petit peu face à Plant, Andrade et Gvozdyk, en fait, il faisait pas grand-chose, il se concentrait vraiment sur sa garde. Et les actions plus ou moins offensives, il y en avait pas. Il y avait pas vraiment de contre, il y avait pas vraiment de jeu de travail du jab sur son pied arrière. Donc je peux spéculer sur le fait que sur son pied arrière, c'est vraiment là où il est pas bon du tout. Il est très sujet au contre, hein, de manière générale. Sa défense est moins pire que dans mes souvenirs. Voilà, il a sa garde haute, quand il lève vraiment sa garde, elle est assez effective pour se protéger la tête. Voilà, bon, comme Morel, son corps il est très très exposé. Mais voilà, sa garde haute, elle est sujette au supercut, ce qui peut être décisif face à Morel, mais voilà, il arrive très bien, sur un gars qui bosse en ligne, comme Plant par exemple, il a une excellente garde pour se protéger le visage, que ce soit pour protéger des directs ou des crochets, il a une très bonne garde. Un peu plus sujette au supercut,
Ouais, c'est un truc qui est vraiment à travailler, mais ouais, ouais, c'est un truc très ouais, quand même, c'est un peu sa grosse faiblesse. C'est un gars qui avance très souvent. C'est un gars qui a un haut volume de jeu. Forcément, il laisse des phases dans sa défense et voilà, il a pas une excellente défense de manière générale. Mais voilà, là où ça peut vraiment pêcher, c'est que il est très, très sujet au contre. Et donc voilà, pour un peu partir sur les game plans, en fait, le truc qui m'intéresse vraiment dans quoique non, ce point-là, je vais plutôt le, l l'évoquer plus tard, mais voilà. Pour aller vraiment sur les game plans, heu, ouais, je vais commencer sur celui qui a le game plan le plus court, sur celui sur lequel j'ai noté les trucs les plus courts. Quoique, l'un ou l'autre, je sais pas. Quoique non, je vais plutôt commencer j'avais commencé sur celui de Benavidez, mais non, je vais quand même commencer sur celui de Morel. Pour moi, pour Morel, ce qu'il faut vraiment faire, c'est soit all the way in, soit all the way out. Soit vraiment être à très, très longue distance, même en dehors de la distance de jab. Et voilà, essayer de bosser là-dessus. Il a un avantage de taille et d'envergure face à Benavidez. Réellement, ce serait un truc à utiliser. Même si je trouve pas que ce soit un truc. Enfin, et quelque part, même si j'ai dit que c'est pas un gars qui avait un excellent jab, est-ce que justement bien travailler son jab, est-ce qu'il pourrait pas le faire en camp d'entraînement? Est-ce que son camp d'entraînement ne pourrait pas servir à justement peaufiner à fond son jab? C'est un truc qui pourrait être intéressant. Mais donc voilà, soit all the way out pour bien gérer, pour vraiment, enfin voilà, soit all the way in, soit vraiment all the way out. Pour moi, sa distance favorite, c'est le all the way in. C'est vraiment le corps à corps, les situations de front contre front. À mi-distance, je le trouve un petit peu moins bon. Ou en tout cas, je le trouve vraiment moins bon que Benavidez. À mi-distance, il a une défense plus ouverte qu'à mi-distance. En fait, que ce soit à mi-distance ou à longue distance, il est vraiment très ouvert au niveau de sa défense. Il a une garde beaucoup plus ample quand il est au corps à corps. Et à mi-distance, face à Benavidez, déjà, c'est pas une zone. C'est pas vraiment la zone où tu as envie d'être, mais Morel, à mon avis, il doit vraiment fuir la mi-distance comme la peste. Une technique. Ouais, enfin, bon, déjà, enfin, voilà, l'autre point essentiel, comme je l'ai dit, Benavidez est très sujet aux supercuts. La grande force de Morel dans sa palette technique, c'est ses supercuts. Ils sont incroyables. Donc, capitaliser à fond sur ces supercuts, je pense que c'est un truc qui peut être particulièrement décisif. Beaucoup bosser sur le travail au corps. Voilà, en fait, je l'ai noté dans aucune ni force ni faiblesse. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, que ce soit en direct ou en le revoyant dans son combat, dans son dernier combat, c'est que vraiment son travail au corps était pas effectif du tout, du tout, du tout. Il travaillait au corps, mais il travaillait surtout sur le crochet droit au corps. Et autant c'est un coup au corps, ça peut faire mal, autant le côté droit, il y a pas, enfin, quand t'es en garde, enfin, t'as pas un gros intérêt. Enfin, c'est pas là où t'as le plus intérêt à travailler de façon acharnée quand tu travailles au corps. Les cibles les plus visées, c'est le plexus solaire, enfin, et le foie, qui sont deux cibles extrêmement sensibles. Et Morel travaille quasiment jamais là-dessus. Tout son travail au corps tourne autour de son bras arrière. Ça lui arrive un peu d'envoyer des uppercuts au plexus, donc ça c'est bien. Mais généralement, c'est vraiment des crochets sur les côtes gauche. Et ça, c'est vraiment et pour moi, c'est vraiment un truc à améliorer. Parce que comme je l'ai dit, en fait, les deux sont très sujets au travail au corps, mais Benavidez, d'autant plus, j'ai envie de dire. Et notamment, le travail au corps en contre, ça peut être effectif, et je pense que ce sera surtout effectif s'il travaille de son bras arrière pour aller chercher le foie ou le plexus. Donc vraiment, voilà, les deux gros axes d'amélioration pour Morel, selon moi, c'est travailler son jab, travailler son travail au corps. Ses combinaisons à la tête, elles sont incroyables. Il y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, ces setups en entrée sont pas ouf aussi. Je pense que c'est la grosse faiblesse que j'ai oublié de noter. Et en fait, c'est ça que je voulais dire quand je parlais de manque d'activité. C'est que quand il est à distance, ses setups pour rentrer et casser la distance sont pas ouf. Et un truc con, qui est pourtant la spéciale des gauchers, c'est que son crochet droit, quand il l'envoie, il est très impressionnant, mais il le setup pas pour aller vers là en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué dans son dernier combat. Je l'avais dit à plusieurs reprises en direct. Son game plan à distance, c'était jab, jab, gauche.
Ouais, et vraiment, c'était même pas un travail pour habituer au direct du gauche pour setup le bras arrière, c'était même pas ça. Et surtout, il envoyait quasiment jamais sa gauche au corps. Alors que, enfin, un des meilleurs enchaînements en garde ouverte, voilà, la spéciale Manny Pacquiao, le direct au corps, la remontée en crochet, ça c'est dévastateur. Et j'avais pas compris au moment des faits pourquoi il avait pas pu se travailler là-dessus, et je le comprends toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Donc voilà, j'avais refait un peu, voilà, j'ai refait une petite parenthèse sur ses faiblesses, mais donc voilà. Et le dernier point, le dernier trick qui pour moi il devrait travailler pour son game plan là, c'est et c'est voilà, je pense que c'est un combat qui va beaucoup se jouer sur qui va mettre la pression. Les deux sont meilleurs à mi-distance et en pression, à mon sens. Mais Morel, un truc qu'il a en plus par rapport à Benavidez, c'est un footwork beaucoup plus explosif. Il est bien meilleur sur ses jambes, il les utilise pas trop. Voilà, c'est un axe d'amélioration. Je ne rentrerai pas dans une faiblesse, surtout face à Benavidez, mais pour moi, son gros axe d'amélioration, c'est son footwork. Quand il fait des pivots, voilà, quand il est au corps à corps, qu'il fait des pivots pour changer d'angle, il est incroyable. Il les a fait à plusieurs reprises, surtout sur ses séquences de finition. Il les fait beaucoup. Donc c'est un truc qui est assez impressionnant. Et je pense que cette tonicité dans ses jambes, je pense que s'il s'en sert pour faire des pas de retrait très explosifs, voilà, pour faire des pas de très très explosifs et la remise en contre, parce que ce que fait beaucoup Benavidez quand ses adversaires attaquent, c'est que enfin, c'est rare qu'il contre. Voilà, ça lui arrive de contrer avec des check hooks, mais généralement, il va laisser passer la petite tempête et remiser derrière. Et un bon point pour Morel, je pense un bon point de game plan qui pourrait être pour lui, c'est attaquer pas trop fort, faire un pas de retrait explosif et contrer Benavidez à ce moment-là. Comme j'ai dit, Benavidez, c'est un gars qui est très sujet au compte, donc désengagé. Et que ce soit à l'offense ou à la défense, en fait, quand Benavidez essaie de casser la distance pour envoyer ses combinaisons, faire un ou deux pas de retrait et contrer à ce moment-là, je pense que ça peut être extrêmement effectif. Extrêmement effectif et extrêmement efficace. Et de son côté, Benavidez, pour moi, il y a 3 points qui peuvent être vraiment qui peuvent être un gros plus pour lui. C'est enfin d'une part travailler constamment en pression, pas laisser Morel respirer. Même si les deux sont très durables, j'ai quand même la sensation que celui qui résistera le mieux au dogfight, ce serait plutôt Benavidez. Ouais, ce serait plutôt Benavidez à mon sens. Donc voilà, forcer, bring the fight comme on dit, et voilà, pression. Pour bien alimenter cette pression, je pense que le double, triple jab, doubler, tripler le jab, c'est un truc que fait quasiment jamais Benavidez, et je pense que c'est un axe d'amélioration. Doubler, tripler le jab pour ensuite amorcer plus facilement ses combinaisons, je pense que ce serait très 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 bien. Et surtout, spécifiquement face à Morel, parce que comme je l'ai dit, Morel est très exposé au corps, surtout à mi-distance et distance, donc doubler, tripler le jab pour amorcer ses combinaisons au corps et directement envoyer de longues combinaisons au corps. Je pense que c'est un truc qui peut être très très bon. Et dans ces combinaisons, pour moi, il y a deux types de coups qu'il doit utiliser. C'est les body shots au plexus, au foie. Voilà, il a un excellent, il a un plutôt bon liver shot en garde fermée, mais qui est pas optimal. Il a un peu de mal à le placer parfois. Il a du mal à vraiment l'envoyer suffisamment loin pour vraiment bien enfoncer le foie. En garde ouverte, ouais, il n'a pas vraiment montré face à Andrade, mais étant donné que Andrade avait un centre de gravité très très bas, je pense pas que c'était le plus facile à faire, et d'autant qu'il trouvait son succès au visage, donc il n'avait pas besoin d'aller travailler le corps. Mais voilà, peut-être que modifier un petit peu l'angle pour aller chercher le liver shot en garde ouverte, je pense que c'est un truc qui peut très bien fonctionner pour lui. Et la droite, dans son travail au corps, son money shot, vraiment, c'est sa droite. D'ailleurs, de manière générale, il utilise énormément sa droite plongeante. Sa droite au corps est assez effectif. Et je pense qu'en garde ouverte, il y a vraiment pareil, il faut un peu modifier l'angle. C'est pas forcément le plus facile, mais bien travailler sur son sur son crochet droit au plexus. Je pense que c'est plus accessible pour Benavidez, ou en tout cas, il y a moins de travail à faire là-dessus que pour Morel. Donc vraiment,
Voilà, combiné au corps et les remontées en uppercut. Ce sont deux gars qui utilisent beaucoup la garde haute, les gants hauts, surtout au corps à corps, la garde cheminée. Je pense que les deux qui sont très sujets aux uppercuts. Benavidez, ses uppercuts, c'est pas son point fort. Enfin, on va dire, c'est pas son point fort. C'est pas celui qu'il a. C'est pas le point qu'il utilise le plus. Mais voilà, beaucoup travaillé en uppercut, construire ses uppercuts à partir de ses body shots et plus en fait se servir de ses crochets pour aligner la cible Morel pour éviter et plus se servir de ses crochets pour cadrer et capitaliser et se servir de ses uppercuts pour réellement impacter, marquer des points. Donc voilà, ça c'est le game plan aussi que je mettrais pour Benavidez. Et donc voilà, pour partir sur les pronostats et les pronostics. Voilà, bon, déjà, en fait, pourquoi j'ai noté j'ai titré cette preview Fight Mirror parce que je trouve vraiment que ces deux gars qui se ressemblent énormément. Sur beaucoup de points, ils se ressemblent. Leur mécanique de frappe est assez différente, leur physique est très différent. Voilà, bon, le premier point de ressemblance un peu hors pugilistique, c'est que ce sont deux gars qui sont encore assez jeunes. Bon, même si c'est plus notable du côté de Benavidez, hein, mais voilà, ils ont qu'un an d'écart. C'est de latino déjà, voilà, bon, même si bon, mexicain et cubain, ça n'a rien à voir, d'autant que Benavidez est un américain d'origine mexicaine, donc, mais voilà, ça, c'est un truc, c'est un détail à la con, ce sont de latino. Et pugilistiquement, c'est deux gars qui voilà, reposent très peu sur leur jab. De manière générale, ils reposent assez peu sur leur jab pour construire leur combinaison. C'est deux gars qui sont très très bons en combinaison, qui sont très bons dans leur travail au corps, surtout Benavidez sur ce point-là, qui travaillent beaucoup en pression. Donc voilà, c'est des gars, ce sont vraiment deux gars, quand vous faites l'alignement de toutes leurs caractéristiques, en fait, ce sont deux gars qui se ressemblent énormément, je trouve. Voilà, bon. Et en fait, surtout, pourquoi je trouve ça marrant, c'est qu'en fait, ce sont deux gars qui boxent en fait en garde, donc en garde ouverte. Et donc, je pense que sur leur combat, il y aura des moments où on aura vraiment l'impression que les gars boxent contre leur miroir, en fait. C'est surtout ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça Fight Mirror, parce que je pense que c'est vraiment deux gars qui vont se retrouver face à un miroir et qui vont un peu un peu style miroir déformant en fait. Ils vont se voir dans un miroir déformant parce qu'ils ont quand même des caractéristiques assez différentes, notamment sur leur mécanique de frappe. Benavidez, lui, il a une mécanique de frappe qui repose moins sur le transfert de hanches et les jambes de manière générale. Ouais, il repose beaucoup sur sa vitesse de bras, sur l'élasticité qu'il a dans les bras. Là où Morel, lui, il a un transfert de poids de corps qui est excellentissime. Et c'est pour ça que les uppercuts sont si terrifiants, c'est que vraiment la puissance de ses coups, ça vient pas que des hanches, ça vient vraiment des jambes en fait. Toute sa puissance, il utilise vraiment la chaîne cinétique à merveille. Voilà, là où Benavidez a pas besoin, n'utilise pas tant ses jambes que ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il n'utilise pas énormément ses jambes. Là où, Morel, lui, utilise ses jambes au moins dans sa mécanique de frappe. Il l'utilise pas assez pour faire pour faire des pivots, pour faire des pas de retrait, pour avoir un footwork un peu plus virevoltant. Mais par contre, pour sa mécanique de frappe, il l'utilise énormément. Mais donc voilà. Et donc, pour aller premier temps sur les pronostats, ça a fait que bouger. Un coup, je mets Morel favori à 55-35. Le lendemain, c'était le même pourcentage, mais pour Benavidez. Après, voilà. Il y a même un moment où j'ai envisagé sérieusement un 65-35 pour les deux. Enfin, un moment, pugilistiquement, j'ai envisagé Morel à 65%, un 65-35. À la fin de l'analyse de Benavidez, je me disais plus avantage Benavidez 65-35. Et donc voilà, après toutes ces semaines de réflexion, qu'est-ce que je retire en fait, qui est selon moi le plus favori? C'est super compliqué. C'est vraiment super compliqué d'établir un pronostic d'un côté ou de l'autre. En fait, là où j'ai eu une grosse erreur pendant plusieurs semaines, c'est que je voyais vraiment Morel beaucoup plus comme un boxeur plus typé cubain, qui utilisait beaucoup plus ses jambes. Au final, après analyse, il utilise beaucoup moins ses jambes que ce que je pensais. Et en fait, ma pensée initiale, ce serait que Morel serait plus à l'aise à longue et mi-distance,
Mais au final, je pense quand même que Benavidez sera beaucoup plus à l'aise à cette distance et que au corps à corps, les deux ont leurs arguments. Les deux ont leurs arguments. Sur ce point-là, je mettrais un léger avantage à Morel, mais voilà. Mais voilà, c'est voilà. Donc, ouais, je mettrais quand même Benavidez favori. Après, sur quel pronostat exactement, je sais pas du tout, du tout, du tout. 65-35, ça me paraît fondé. En fait, quand tu rajoutes l'expérience d'un côté, enfin, ouais, quand tu rajoutes l'expérience, ouais, c'est vrai que Benavidez est nettement plus expérimenté. Ça fait 7 ans qu'il est qu'il a été, enfin, il a été pendant 6 ans dans le top de la division super middleweight. Il l'a été depuis 2017. Ouais, de 2017 à 2023, c'est pas banal quand même. Donc, ouais, c'est un. Donc ouais, l'expérience peut jouer, peut être un facteur X très important. Stylistiquement, en fait, ça va vraiment dépendre de la physionomie du combat. Si Morel arrive à mettre Benavidez sur le reculoir, mais ses chances de gagner sont décuplées vraiment. Enfin, je pense que si Morel arrive à mettre la pression à Benavidez, c'est terminé pour Benavidez. Alors terminé, c'est peut-être un grand mot. Je sais pas si Morel a l'arsenal pour coucher Benavidez, mais si Benavidez va sur son pied arrière, le plus gros du travail est fait pour Morel. À partir de là, le combat sera nettement plus simple pour lui. Mais je sais pas si c'est 15% des scénarios qui vont arriver, quoi. Je sais pas si dans 15% des scénarios Benavidez recule réellement. Quoique 15% c'est envisageable, mais voilà, je pense pas que ce soit plus de 25% de ces chances-là. Donc partant de là, putain, même sur un Benavidez qui avance, je peux voir Morel. Je peux voir Morel salement le contrer, bien le connecter et le terminer. Hein. C'est pas impossible non plus. Donc voilà, mais allez, ma dernière pensée, sans filtre, on va dire, mon dernier feeling serait plus un 65-35 pour David Benavidez. Voilà, quand je le dis, ça me paraît super dur, mais voilà, mon dernier feeling, c'est ça. Et donc, pour aller sur le pronostic, bon, pareil, ça dépendra un peu de la physionomie du combat. Je vois mal le combat aller en dessous de 6 rounds. Je pense que ça va durer. Et je pense même que ça va durer au-delà de 10 rounds. Les deux sont très impressionnants. La durabilité des deux est très impressionnante. On a rarement vu les deux vaciller. Benavidez, je crois qu'il est tombé une seule fois dans son premier combat, dans son premier combat face à Ronald Gavri. Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à pronostiquer comme combat. Mais ouais, mon feeling irait quand même plutôt sur un David Benavidez sur une décision. Et je dirais même décision unanime. Je pense que le combat va être très. Ouais, non, ouais, en fait, j'arriverai pas à plus développer que ça. Je pense que mon pronostic, ce sera un combat qui ira à la décision. Je peux voir le combat se terminer sur un late stoppage. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai j'ai une image assez nette d'un Morel qui tombe sur un bon enchaînement body shot super Q2 de Benavidez sur un 11e round. Voilà, je vois bien ça arriver. Voilà, et peut-être même le finir au 11e round, mais ouais, je pense qu'on va. Ouais. Je pense que mon pronostic, ce sera sur un David Benavidez qui l'emporte à la décision, avec un Morel qui tomberait en fin de combat, sur les championship rounds. Ouais, je vois bien ça arriver. Ouais, j'exclus vraiment pas un pourcentage de chance de Morel, et j'exclus même pas, et même j'irai plus loin, j'exclus vraiment pas un Morel qui clean knockout Benavidez, vraiment sur une série d'uppercuts monstrueuses. Je vois bien clean, vraiment le knocké propre. Donc voilà, c'est compliqué à bien ouais, compliqué à bien visualiser, mais ouais, c'est Morel a ses chances. Ouais, ouais, et au final, le 65-35 est vraiment très dur pour lui. Mais ouais. Pronostat, ouais, quand même 60-40 pour Benavidez. Je pense que Benavidez a moins d'ajustements à faire face à Morel. Je pense qu'à mi-distance, je pense qu'à mi-distance et longue distance, il sera meilleur. Je pense que le combat va vraiment jouer au corps à corps. Et c'est là où Morel a sa chance.
mais au corps à corps, Benavidez, c'est pas un manche non plus, c'est un gars qui est très efficace dans le clinch notamment, là où Morel, c'est vraiment corps à corps. Dans le clinch, à proprement parler, Benavidez, il est très très bon. Donc je pense qu'il peut très bien capitaliser là-dessus. Même si de mémoire comme ça, je verrais pas initier le clinch en fait. Je le vois pas initier le clinch de mémoire. Donc ouais, c'est aussi un truc à prendre en compte. Mais ouais, je vois bien. Ouais, je vais partir sur Benavidez. J'ai une bonne vision de victoire pour Morel à ses chemins de victoire et j'arrive parfaitement à les voir. Mais je pense qu'il y a plus de scénarios dans lesquels Benavidez s'impose. Et je pense que le plus probable, à 35%, ce serait une victoire de Benavidez à, à la décision. Voilà. Je vais dire, ouais. Donc c'est ça. David Benavidez, décision unanime de mon côté. Ce sera mon pronostic final. Voilà. C'est tout pour moi. C'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, la classique. Le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. Voilà. Allez follow la chaîne Twitch pour les prochains reviews de classiques. Peut-être que dans les semaines, mois à venir, il y aura peut-être plus de live inopinés, un peu moins réguliers. Voilà, il n'y a rien de garanti. C'est un truc que j'aimerais faire, mais je suis pas sûr d'avoir la motivation pour le faire. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette longue vidéo vous aura plu. Hein. J'ai réussi à faire 54 minutes tout seul. Voilà, l'impact des lives se sent. Et donc voilà. J'espère que tout cela vous aura plu. Et voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Et salut!